Cloud. Vous êtes bien devant le Club de l'Info, c'est l'heure du document de la semaine, un reportage exceptionnel tourné par nos équipes en Ukraine, à Avdiivka, menacé d'être rayé de la carte car les bombardements russes y sont d'une violence sans nom. Nos reporters Morgane Bonnat et Mélina Huette qui sont déjà connectés, on va les retrouver en direct dans un instant, se sont rendus dans cette ville au péril de leur vie. Regardez leurs documents réalisé avec leur fixeur Dmitro Kolvachuk et on retrouve Mélina Huette juste après. Voici le sort que les habitants d'Avdiivka souhaitent réserver à celui à l'origine de leur malheur. Une ville en ruine, quasi fantôme. Un quotidien fait de frappes constantes qui a poussé plus de 9 habitants sur 10 à fuir. On demande aux gens de quitter la ville, pas seulement pour leur sécurité à eux, mais aussi pour la nôtre. Parce que quand on les évacue sous les bombardements, ils nous mettent aussi en danger. Ces policiers passent leur journée à tenter de convaincre les habitants de partir. À ceux qui refusent, il faut fournir assistance, mais aussi les empêcher de piller les appartements quand ils tiennent encore debout. Je vais vous montrer ma maison. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal à regarder. Yaroslav a vécu dans cet immeuble pendant près de 6 ans avant de devoir le quitter en juin. La veille de notre tournage, le bâtiment a été réduit en miettes par une frappe russe. C'est juste un immeuble. Ouais, un immeuble quoi. C'est impossible d'y revenir. Il faudrait le reconstruire. Mais à quoi ça sert? Ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. À Avdiivka, nous disent ces hommes, le silence gagne la ville 2 à 3 heures par jour uniquement. Mais quand le ciel se tait, ceux qui se terrent se préparent toujours au pire. Pour le moment, c'est calme. On a des infos qui disent que des drones sont en train de survoler les alentours. Et ils peuvent utiliser des armes chimiques. Prenez des masques à gaz tout de suite. C'est sérieux, ça blesse les yeux et ça vous attaque la gorge. Des obus, des roquettes, des missiles qui ne font pas bouger cet homme d'un iota et qui ne feront pas fuir Olga non plus. C'est pour laver ma vaisselle. Certaines de ces bouteilles sont un peu boueuses, mais c'est pas grave, ça servira pour les toilettes. Vivre dans ces conditions, alors que des évacuations sont organisées gratuitement chaque semaine, pourrait paraître insensé. Mais à 64 ans, Olga s'est construit une vie de souvenirs ici. Pourquoi devrais-je abandonner mon appartement, ma maison? On devrait partir, mais pour aller où? Au moins là, je suis chez moi. Si je meurs, je mourrai dans mon appartement. J'ai donné naissance à mes enfants ici, et j'y ai élevé 5 petits-enfants. Et maintenant, je devrais tout quitter? Est-ce que vous comprenez que tout est cher à mon cœur dans cette ville? Chaque brindille, chaque arbre, je tiens à tout. Et si, entre 2 tirs d'artillerie, Ça va le faire. Olga peut ramener ses bidons d'eau chez elle, c'est grâce aux volontaires d'une association. On construit des points d'invincibilité où les gens peuvent venir manger, laver leurs vêtements, récupérer de l'eau ou simplement suivre l'actualité en étant à l'abri. Mikhailo avait construit un endroit similaire à Bakhmout. Ici, cela fait 7 jours et 7 nuits que lui et son équipe creusent jusqu'à 3 mètres pour obtenir un accès à l'eau, malgré les risques encourus. On ne s'y habitue jamais vraiment. On entend l'aviation. Tout le monde à terre, putain! Quand tu entends une alerte, tu t'enterres, tu t'allonges et tu attends que l'avion termine sa frappe. Ces volontaires espèrent aider jusqu'à 300 personnes par jour, alors que la ville abrite encore 2000 âmes environ. À la station de police, nous retrouvons Ivan. Lui aussi est l'un de ces irréductibles. Dans cette pièce qui lui sert de dortoir, les lumières colorées remplacent les fenêtres.
Hunter, mets-moi en lien avec Shérif. Hunter, réponds-moi. Il a peu de certitude, si ce n'est celle-ci. La ville ne tombera pas aux mains des Russes. On a de bonnes fortifications. L'environnement est propice à la défense d'Avdivka. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rayer la ville de la carte avec des bombes et des roquettes. À Avdivka, comme à Marinka, Bakhmout ou Mariupol, la politique de la terre brûlée pour planter un drapeau sur des ruines. Un document extrêmement fort et on retrouve Mélina Huette qui a réalisé ce reportage avec Morgane Bonnat. Ce reportage, on prend le temps de s'y arrêter car il est d'autant plus exceptionnel que non seulement les reporters ne sont désormais plus autorisés à se rendre dans cette ville car c'est beaucoup trop dangereux, mais même les civils et les secouristes ne peuvent pas y aller sauf autorisation exceptionnelle. Absolument, Marie-Aline. En fait, quand nous sommes retournés d'Avdivka lundi, nous avons vu une vidéo qui a été très largement depuis diffusée sur les réseaux sociaux et notamment Telegram, vous savez, qui est très utilisé ici en Ukraine, d'un responsable, d'un gouverneur militaire de la région qui explique, qui est officier de presse et qui dit il faut cesser de faire venir des volontaires dans cette ville d'Avdivka. Il faut cesser également de nous demander des autorisations pour ce qui concerne la presse de venir. Vous n'y arriverez plus même avec un officier de presse. Il faut cesser également de trouver des moyens contournés comme de venir avec la police parce que de toute façon on ne vous y autorisera plus. Donc de facto nous sommes la dernière télévision à avoir pu nous y rendre et c'est vrai que c'est très important. Pourquoi? Parce que si jamais on contrevient à ces ordres, eh bien on risque de se faire prendre notre accréditation qui est accordée, vous le savez, par les autorités militaires. C'est une accréditation sans laquelle nous ne pouvons absolument pas travailler. Mélina Huette, dernière question sur ce reportage. Vous êtes reparti de cette ville qui est surnommée par certains la deuxième Bakhmout. Avec quel sentiment ? Nous étions effectivement très touchés avec Morgane Bonnat. Pourquoi? Parce qu'on compare cette ville à Bakhmout, mais en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que Avdivka elle est pilonnée depuis 2014. Contrairement à Bakhmout, c'est une ville qui est sur la ligne de front depuis 9 ans maintenant. C'est une ville, on l'a beaucoup entendu, beaucoup dit, qui est en train d'être rayée de la carte. Elle est entièrement détruite, bien plus d'ailleurs qu'à Bakhmout. Et puis il y a cette grande différence, ce sont les avions russes qui bombardent, ce qui n'est pas le cas à Bakhmout. C'est une menace supplémentaire qui fait extrêmement peur aux habitants. Et puis il y a également quelque chose de très difficile pour les civils, c'est que, eh bien, il y a, donc on l'a dit, il y avait 31 000 habitants encore en janvier 2022. Maintenant, il n'y en a plus que 2000. Et il y a, pardonnez-moi, il y a plus que 2000 âmes qui y vivent et ces 2000 âmes-là, a priori, elles vont rester car les policiers que nous avons rencontrés, qui travaillent notamment à l'évacuation de Chassivyar et de Bakhmout, nous disent que ces personnes-là ne veulent plus partir. C'est le cas d'Olia, vous l'avez vu dans le reportage. Et ils cachent également pour certains leurs enfants, ils refusent de partir. Ça nous a extrêmement émus parce qu'il faut aussi entendre ces populations qui disent qu'elles ont vécu une vie entière, qu'elles ont leur maison, elles ont leurs souvenirs et elles ne veulent donc absolument pas la quitter. Merci beaucoup Mélina Huette avec Morgane Bonnat et merci à votre fixeur Mitro Kolvachuk sans qui vos reportages ne seraient pas possibles. Merci, faites attention à vous car nos équipes sont dans le Donbass, on le rappelle, qui est la région la plus dangereuse en ce moment dans cette guerre en Ukraine. On poursuit avec cette question très importante à l'heure où Vladimir Poutine met la pression sur les Occidentaux. Qui sont les faucons du Kremlin, les ultra-guerres qui poussent Vladimir Poutine à recourir à l'arme nucléaire pour gagner du terrain et pour l'emporter dans cette guerre en Ukraine. Alors l'influence de ces faucons n'a cessé d'augmenter depuis le début du conflit et certains estiment qu'il constitue d'ailleurs un mouvement de bascule. On va les regarder, ceux qui gravitent autour de Vladimir Poutine. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que ce sont des gens qui parfois sont dans son propre cercle. Alors la personnalité la plus importante parmi les faucons du Kremlin, c'est Nikolai Patrouchev, que vous
voyez ici en haut à gauche de l'écran, c'est le chef du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, ancien du KGB de Saint-Pétersbourg, et fait donc partie de cette bande de Saint-Pétersbourg que Vladimir Poutine s'est constituée avant d'arriver au Kremlin. Il connaît très bien le président depuis les années 70 et il est surnommé par la presse britannique comme étant le diable sur l'épaule de Vladimir Poutine. Alors parmi les plus battants-en-guerre, il y a aussi Dmitri Medvedev, que vous voyez en bas à droite de l'écran. Alors lui, c'est l'ancien président qui avait su convaincre l'Ouest un peu naïf qu'il représentait le camp des libéraux et qui s'est transformé depuis le début de la guerre en passionnariat des ultras. Il fait régulièrement des déclarations outrancières qui font la une des journaux et en qualité d'ancien président de la Fédération de Russie, il apporte sa légitimité au camp des ultras, même s'il ne fait plus partie du premier cercle de Vladimir Poutine. Il y a aussi Alexandre Bortnikov, vous voyez, tout en haut à droite de l'image, issu du KGB de Saint-Pétersbourg et qui est actuellement le directeur du FSB, donc les services de renseignement intérieur russes. Et en dernier, last but not least, Sergueï Sourovikine, surnommé le destructeur. Il a évidemment une réputation terrible. Il a été surnommé le boucher de Syrie ou le général Armageddon pour les bombardements aériens d'Alep. Sa théorie de la guerre moderne consiste à briser le moral des populations civiles par l'anéantissement des villes et des infrastructures. Alors certes, il a été remplacé à la tête des opérations spéciales par Valéry Gerasimov, mais il a toujours une influence très importante et il continue à avoir la main sur une grande partie des opérations militaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir ce type de profil eh bien, au plus près de Vladimir Poutine? Pour répondre à cette question, Christian Megrelis nous a rejoint, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev, auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues aux éditions Transcontinentales d'édition. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'est vous le plus fin connaisseur de Vladimir Poutine, de la Russie. Quand on voit ces faucons du Kremlin au plus près de Vladimir Poutine, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Et qui, parmi ces 4 personnages, a le plus d'influence sur le président russe? Merci de m'avoir invité. Je dois vous dire que je connais Medvedev, j'ai eu des relations avec les autres. Je pense que ça paraît un peu absurde, mais je dirais que le moins dangereux, c'est le plus agressif actuellement, c'est Medvedev, mais qui est le moins dangereux parce qu'en fait, c'est la voix de son maître, et que si il faut se calmer, il se calmera, alors que les autres sont plus incontrôlables. Les autres ont une autonomie plus grande que Medvedev. Alors, ils sont moins agressifs que Medvedev. Medvedev est plus inquiétant parce qu'il ne parle jamais sans manier la menace nucléaire, mais c'est un... je le connais de l'époque où il était président. C'est un homme qui obéit aux ordres, et puis voilà. Alors les autres maintenant, ce sont des gens... Patrouchev. Oui, Patrouchev est un type dangereux. Il a une certaine autonomie, il a une autonomie plus grande que Medvedev. Maintenant, quel est son degré d'autonomie par rapport à Poutine? J'ai du mal à le déterminer. Il parle assez facilement, on le laisse parler, mais c'est aussi une leçon apprise. Et en fait, j'ai l'impression, de plus en plus en regardant tous ces gens-là, qu'il y a derrière tout ça un atelier qui fabrique les discours, qui invente de nouveaux vocables, de nouveaux vocabulaires, qui glisse les paroles à développer. Et cet atelier est complètement anonyme, on ne sait pas qui en fait partie et qui l'anime. Ce qui est sûr, c'est que on se rend compte que Poutine et les autres, ceux qui sont autour de lui sur votre schéma, sont des gens qui changent de vocabulaire régulièrement. J'ai un dernier exemple, c'est cette notion de guerre hybride, par exemple,
qui est sorti il y a une quinzaine de jours et dont tout le monde parle aujourd'hui. Personne ne sait ce que c'est qu'une guerre hybride. C'est une manière pour Poutine de qualifier quelque chose qui est inqualifiable, c'est-à-dire la guerre d'Ukraine. On ne peut plus l'appeler opération spéciale, et puis on ne peut pas expliquer comment l'Occident aide l'Ukraine. Donc on parle d'une guerre de l'Occident contre la Russie, et on a baptisé cette guerre du vocable hybride, ce qui signifie dans l'esprit des gens que c'est à la fois une guerre et pas une guerre, et une drôle de guerre, mais pas une guerre totale. C'est plus une guerre froide, mais c'est pas encore une guerre chaude. Donc il y a un atelier de fabrication de vocabulaire qui est derrière ces gens-là, qui délivre ces productions au fur et à mesure des besoins, lorsqu'on ne sait plus quoi dire. Par exemple, il s'agissait récemment d'expliquer à la population pourquoi l'armée russe était bloquée. Alors, on avait utilisé l'argument occidental en disant que c'est l'Occident, comment on appelle ça, l'Occident collectif qui bloque la Russie, que la Russie a besoin de se réarmer pour stopper l'Occident collectif. Maintenant, on parle du Sud global. Le Sud global, c'est encore un néologisme qui est intervenu et qui a été fabriqué par cette usine à vocabulaire. Et puis la guerre hybride est arrivée derrière. Donc, chaque fois qu'on a besoin d'expliquer quelque chose qui est inexplicable, on invente un nouveau vocable. Maintenant, quelles sont, à partir de là, quelles sont les influences des uns et des autres sur Poutine? Je pense que Medvedev n'a aucune influence sur Poutine. Medvedev, il répète ce qu'on lui dit. Donc, c'est plus agressif, mais à mon avis, c'est le moins dangereux. Par contre, les trois autres ont certainement plus d'influence. Sourovikine, sûrement, et puis Patrouchev, sûrement également. Pour Botchnikov, j'ai du mal à apporter un jugement. Vous restez avec nous, Christian Maigrelis. Patrick Martin-Génier, à la lumière de ce qu'on a entendu, parce que parfois on comprend bien que les plus discrets sont parfois les plus dangereux. Alors on sait que Medvedev se démarque par cette déclaration tonitruante. Il avait dit, je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes, nous avons le droit d'utiliser l'arme nucléaire sans demander la permission à personne, sans longue consultation, et ce n'est certainement pas du bluff. Voilà le niveau des déclarations de Medvedev. Mais autour de lui, les Patrouchev, les Bortnikov, les Sourovikine, ils pensent la même chose, sauf qu'ils ne le disent pas ouvertement. Oui, alors je ne suis pas un fin connaisseur comme M. Maigrelis, naturellement, mais je veux dire, il faut se méfier de toutes ces comparaisons. Vous savez, on dit Medvedev, il est complètement marginalisé, il ne compte plus. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque le dirigeant chinois est arrivé à Moscou, M. Medvedev était à côté du tapis rouge. Il n'était pas loin du président russe. C'est un signe. Et c'est un signe, ce qui veut dire que même s'il était relativement marginalisé, d'aucuns diront, mais je ne suis pas là pour vérifier qu'il est sous l'emprise de l'alcool, mais ça c'est autre chose, qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui essaie de remonter dans la hiérarchie du Kremlin. Il fait partie des faucons, mais il ne le fait pas pour rien. Donc on est en train de nous dire que c'est un élément incontrôlable, il peut dire ce qu'il veut. En réalité, il est là, il y a même des rumeurs de ce qu'il pourrait être de nouveau redésigné Premier ministre. Donc il faut faire attention à ces personnages dont on pense qu'ils sont complètement perdus. Quant à M. Patrouchev, je veux bien, mais on sait très bien que l'entourage de Vladimir Poutine, il est complètement soumis à leur patron, et que lui, il joue les cartes des uns et des autres. On a beaucoup parlé de M. Prigojine, donc évidemment qu'il y a tout autour de Vladimir Poutine des galaxies qui s'affrontent les unes les autres. Et moi, j'ai tendance à dire que si effectivement on peut avoir peur de M. Patrouchev et des autres, dans l'histoire des dictatures, dans l'histoire des chefs d'État qui s'écroulent lorsqu'il y a un coup d'État, parce qu'on parle aussi de rumeurs de révolution de palais au Kremlin, eh bien, c'est pas uniquement une personne qui s'en va, c'est tout un clan. Donc, évidemment, tout le clan qui est autour de Vladimir Poutine, ce sont des faucons, mais moi, je me pose la question de savoir si véritablement ce sont des gens qui pourront succéder à terme à Vladimir Poutine, lorsque tout le monde va considérer que c'est un échec considérable, et lorsque ce n'est pas uniquement l'échec d'un homme, c'est aussi l'échec d'un entourage. Colonel. Oui, moi j'ai toujours le souvenir, lointain, que Nasser, quand il est parti, de manière Sadat qui lui a succédé, tout le monde disait que c'était quelqu'un de complètement secondaire, qui n'avait aucune idée, qui faisait rire tout le monde, un peu comme Khrouchtchev aurait rire Staline et son entourage, puis il s'est retrouvé être un redoutable stratège. Donc, si vous voulez, dans ces pays de dictature, en fait, les gens ne dévoilent pas leurs cartes.
chacun se donne une apparence. Effectivement, les gens disent comme le président Poutine dit, voilà, les déclarations sont faites peut-être par un atelier ou tout simplement par les services de communication du président Poutine. Maintenant, des faucons. Alors quand on parle de faucons, on pense souvent à deux pays. On pense à Israël et on pense aux États-Unis. On pense on pense aux conseillers du président. Voilà. Et là, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'on n'est pas dans la même situation. Autant dans le cas des présidents américains qui sont succédés, et en Israël, les faucons peuvent avoir, ou les colombes, une influence au fur et à mesure de l'évolution démocratique du pays. Hein. Là, c'est pas du tout le cas. Si vous voulez, le jour où Poutine a envie ou pas, enfin, d'utiliser la guerre nucléaire, d'utiliser l'arme nucléaire, il n'y aura personne pour l'en empêcher, sauf peut-être un lieutenant-colonel sombre qui n'appuiera pas sur le bouton, ou peut-être qu'il y en aura un autre pour appuyer. Voilà, mais non, voilà, on est dans une dictature, c'est un peu comme en Chine, où il y a un seul président, un seul chef, et puis derrière, tout le monde obéit. Il nous reste quelques secondes, on regarde Pierre Ménat et sur les influences respectives, c'est difficile à dire parce que le système russe aujourd'hui, mais là je parle sous contrôle de M. Maigrelis évidemment, le système russe est plus autocratique que ne l'était l'URSS. Donc l'URSS, il y avait un dialogue au sein du bureau politique, là apparemment il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les jours qui viennent de s'écouler, le discours a évolué. Donc est-ce que sous l'influence de qui, je ne pourrais pas vous le dire, mais le discours a évolué puisque dans ce nouveau concept de politique étrangère, maintenant, on parle de menaces existentielles. Il y a eu un accord depuis le début pour dire tout ça, c'est de la faute de l'Occident. De l'Occident collectif, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un degré qui a été franchi par l'utilisation de ces mots de menaces existentielles. C'est un clan, le clan où on va jusqu'au bout ensemble, où on disparaît ensemble. Voilà. C'est assez vraisemblable. Merci Arlette pour le mot de la fin pour cette émission, parce qu'on reviendra évidemment sur ce sujet, hein, la menace est toujours là. Dans un instant, vous retrouvez François Langlais pour l'anglais des chiffres. François Langlais qui reçoit notamment Raymond Soubi. Très bonne soirée sur LCI. Vous avez regardé